Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, l'immersion gouvernementale se poursuit dans la région forestière. En Zérékoré, le Premier ministre Amadou Riba a présenté le programme de développement initié par le chef de l'État en faveur des populations. L'impact des projets en cours de réalisation a été largement expliqué. Appui aux sinistrés de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, le Fonds de développement social et de l'indigence leur offre des kits alimentaires, une manière de soutenir ces personnes qui sont dans le besoin. Un bâtiment flambant neuf entièrement équipé pour les fonctionnaires du département de la culture et de l'artisanat. L'inauguration a été suivie de la remise d'engins roulants pour faciliter la mobilité des agents. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ce communiqué du Conseil national de la transition. Le président du Conseil national de la transition et l'ensemble des conseillers nationaux ont le profond regret d'annoncer à la nation guinéenne le décès de l'honorable El Hadj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale de 1995 à 2002 et député de la 6e législature, survenu ce samedi 8 février 2025 à 17h à Mamou. Centenaire, témoin privilégié de l'histoire de notre pays depuis son indépendance, El Hadj Boubacar Biro Diallo était une figure politique emblématique, un patriote dévoué, un homme de conviction et un grand serviteur de l'État. Par son engagement et son intégrité, il a marqué plusieurs générations et contribué à la formation de nombreux cadres guinéens. Son passage à la tête de l'Assemblée nationale a été déterminant pour le rayonnement de l'institution parlementaire guinéenne et la consolidation des principes démocratiques et de l'état de droit. Il laisse derrière lui un héritage politique inestimable et une empreinte indélébile dans l'histoire parlementaire de notre pays. En cette douloureuse circonstance, nous prions pour le repos de l'âme et demandons à Allah le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Que son exemple et ses valeurs continuent d'inspirer les générations présentes et futures. Paix à son âme patriotique. Conakry, le 8 février 2025, le président signé le secrétaire général du CNT, M. Aboubakar Kamara. Direction Zérékoré, où les populations et autorités locales ont eu un entretien avec la délégation gouvernementale en immersion dans la région. Au cours des échanges, les populations ont été informées sur l'impact des projets réalisés et en cours de réalisation par le gouvernement. Reportage Ousmane Bangoura. Entouré des membres du gouvernement, Amadou Riba rencontre les élus locaux et populations des Zérékoré. Il planche sur tous les sujets qui préoccupent la population en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base. En dépit de nombreuses actions engagées par l'État dans notre préfecture, notre population sont confrontées à un certain nombre de défis, dont entre autres, domaine administratif. Pour donner une image à l'autorité de l'État, la base est nécessaire de procéder. 2. La rénovation de l'équipement de bloc administratif du gouvernorat. La rénovation de l'équipement de la résidence du monsieur le préfet. La rénovation des logements des deux secrétaires généraux de la préfecture. La construction des infrastructures administratives. Bureau de sous-préfet de Yalezou, Boudouma, Kodela, Gweke et Wami. Domaine de découpage territorial. Érection d'un nouveau district du quartier pour mieux rapprocher les administrateurs à leur administrés. Après avoir écouté attentivement les préoccupations des uns et des autres, Amadou Riba assure que les mécanismes sont envisagés devant améliorer les conditions de vie des populations à la base. Monsieur le préfet a fait la synthèse de toutes les préoccupations des populations de la ville de Zérékoré. Pratiquement tout ce qui est là est tout à fait légitime.
Et c'est normal pour que la capitale sud de la République de Guinée puisse avoir tout ce qui est dans le discours de M. le Préfet. Déjà, le PNRAVEC, c'est-à-dire le recensement administratif à vocation d'état civil, qui est déjà engagé par l'administration du territoire, a besoin de votre coopération et de votre aide pour que les populations, dans la discipline et de manière massive, se fassent enrôler. Et le PNRAVEC est fondamental pour maintenant et pour demain. Donc, par conséquent, il faudra s'enrôler pour avoir votre document, l'extrait de naissance, qui permettra, comme le président de la République l'a ordonné ces derniers jours, d'avoir sa carte d'identité nationale de manière gratuite. Le Premier ministre a en outre invité les populations à cultiver davantage l'amour du prochain et le vivre ensemble. La question relative au titre foncier, souvent source de conflits domaniaux dans les familles, est une préoccupation du gouvernement. Nous avons essayé, en travaux de groupe, d'aller beaucoup plus en profondeur. Pour analyser les résolutions ou les mesures qui ont été identifiées, mais il était de notre devoir, dans les travaux de groupe, de voir est-ce qu'en dehors des mesures, en fonction des axes d'intervention, des mesures qui ont été identifiées, est-ce que ces mesures-là nous conviennent? À défaut, est-ce que nous pouvons ajouter d'autres mesures? Et c'est ce qui a été fait en travaux de groupe. Et c'est ce qui peut nous permettre de prendre en compte les préoccupations des communautés jusqu'au niveau central. Je voudrais qu'après chaque décennie, un code puisse être évalué pour apprécier les insuffisances ou les forces de sa mise en œuvre. Il s'agit donc d'abord de fixer la vision du gouvernement par rapport à cette politique. L'inclusivité, pas d'exclusion, la sécurisation foncière, l'accès de droit à tous au foncier. Initié par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire et chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Mori Kondé a réaffirmé la volonté du président de la République, général Mamadi Doumbouya, à réduire considérablement cette pratique afin de promouvoir la quiétude dans la cité. Ce samedi matin, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé à la pose de la première pierre de la cité administrative de Nzérékoré, située à Osside 1 dans le quartier commercial. Cette cité va offrir une nouvelle image à la ville de Nzérékoré et améliorer les conditions de vie des cadres et en service à l'intérieur du pays. Lancé Kamisoko. Ce samedi 8 février 2025 marque le début de la construction de la cité administrative en faveur de l'amélioration des conditions de vie des cadres dans l'arrière-pays. Expression de la volonté du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ces infrastructures seront dotées de toutes les commodités. Cette cité administrative de Nzérékoré est composée comme suit. Nous avons 4 immeubles de R+3 avec 2 appartements de 3 chambres à chaque niveau. Et notre immeuble de R+3 avec 2 appartements de 2 chambres à chaque niveau, soit un total de 40 appartements. Des espaces sportifs, des aménagements extérieurs, tout cela pour une durée de 12 mois. Pilotée par l'Agence nationale de rénovation urbaine, la cité administrative n'est pas un luxe pour les fonctionnaires. C'est un droit pour les cadres de l'administration publique. Un projet ambitieux qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement socio-économique durable Simandou 2040. Cette initiative, conforme aux directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, témoigne de notre engagement collectif à améliorer les conditions de vie des agents de l'État. Notre objectif est clair. Créer un environnement de travail et de vie optimale pour ceux qui chaque jour œuvrent avec dévouement pour servir notre pays. La construction de cette cité administrative de Nzérékoré ne vise pas seulement à fournir des logements modernes et des infrastructures essentielles. Elle symbolise notre volonté de bâtir un avenir où chaque agent de l'État pourra exercer ses fonctions dans les conditions de sécurité et propices au bien-être pour chaque travailleur. Les logements, les écoles, les centres de santé et les infrastructures communautaires qui seront développés ici
contribuera à faire des Zéro-Coré un modèle de cadre de vie harmonieux pour nos agents. En procédant à la pose de la première pierre de ces édifices, le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas manqué de souligner la détermination du président de la République à doter notre pays d'une administration forte et proche des administrés. Ceci est un début de réponse à leurs justes revendications. Il va de soi, quelqu'un qui n'est pas bien logé ne peut pas bien travailler puisqu'il n'est pas dans un environnement favorable. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour qu'on leur octroie des privilèges. C'est tout simplement pour qu'ils puissent rendre mieux et dans d'excellentes conditions le service qu'ils doivent rendre à la population. De la cité administrative, nous voici à la maison des jeunes de Zéro-Coré où un hub numérique est mis à la disposition de la jeunesse forestière. Cet autre acte de la gouvernance CNRD est une étape importante vers la culture du numérique et de l'innovation. Cette infrastructure est bien plus qu'un bâtiment. C'est un tremplin vers l'innovation et la formation. Un outil au service des jeunes, des femmes, des communautés, des entrepreneurs de la région forestière. Monsieur le Premier ministre, en mars 2024, lorsque le gouvernement a pris fonction, je me rappelle très bien des premiers mots que vous m'avez adressés, Madame la ministre, la digitalisation doit être au cœur de notre action gouvernementale et une stratégie. Cet espace numérique est le 6e du genre en République de Guinée. C'est un endroit de proximité, de connectivité et d'inclusion numérique. Il devrait booster l'élan du train de transformation numérique entamé sous l'ère CNRD. Dans le cadre de l'immersion gouvernementale, le ministre de l'Enseignement supérieur était face aux étudiants et enseignants-chercheurs pour animer une masterclass. Le Premier ministre Amadou Riba, présent à la rencontre, a encouragé cette dynamique de créativité enclenchée par le ministre Alpha Bakar Bari. Reportage Mounir Bari. Dans le registre de l'immersion gouvernementale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur déroule d'ores et déjà son programme. Le ministre Alpha Bakar Bari confère avec les étudiants de l'université des Zéro-Coré. La rencontre consiste à expliquer à ces étudiants la vision du projet Simandou 2040 dans son volet recherche et innovation. Oui, on a aimé son discours, on a aimé ce qu'il a dit. Ça nous a donné la force, le courage d'avancer. Nous serons connectés désormais parce que ça nous a donné de leçons, ça nous a servi quelque chose. Très ravi de la présence de notre ministre dans nos locaux pour l'inauguration du bâtiment R+1 qui comporte un amphithéâtre, 2 grandes salles de classe, 8 bureaux et 6 latrines. Ajouté à ce R+1, nous avons aussi inauguré avec le ministre le bâtiment R+1 qui sert du logement des recteurs. Les efforts immenses sont déployés au sein des administrations universitaires. Dans la région forestière, plusieurs infrastructures sont inaugurées à l'occasion de cette immersion. Au cours de cette rencontre, l'accent est mis sur les grands enjeux de l'écosystème du numérique dans la formation académique des étudiants. Nous sommes venus d'abord constater les infrastructures. Vous avez vu avec nous, le Premier ministre a participé à l'inauguration de nouvelles infrastructures à l'intérieur de l'université de Zéro-Coré, ce qui améliore considérablement les capacités d'accueil de cette université, mais surtout met les étudiants dans des conditions idoines d'apprentissage et d'études. Nous sommes venus aussi, nous avons constaté la présence effective des nouveaux enseignants-chercheurs que nous avons recrutés au mois de septembre dernier. Et enfin, lancer l'espace numérique de travail. Dans cette université, les espaces numériques de travail sont réalisés pour booster la recherche et l'innovation. Le ministre Alpha Bakar Bari a mis l'occasion à profit pour exhorter les étudiants guinéens à s'investir pleinement dans le processus de recherche et d'innovation amorcé. La qualification de la formation toujours au cœur des priorités au niveau de l'enseignement technique, visite de certains centres de formation professionnelle de la région. Question pour la ministre Aminata Kaba de partager la vision de son département aux apprenants et aux encadreurs. Reportage Moussa Komara. S'imprégner des difficultés des centres de formation professionnelle des Zéro-Coré et le contenu des programmes enseignés, c'est tout
le sens de cette visite de la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Avec les encadreurs de l'école de soins de santé communautaire, les acquis des réformes courageuses entreprises depuis le 5 septembre 2021 sont présentés et les problèmes exposés. On est en manque de personnel d'enseignants. Imaginez que titulaires nous sommes que 8 et les vacataires 23. Donc ça pose problème dans le cas de l'enseignement de la qualité, surtout donné aux apprenants. D'une école à une autre, nous voici au centre de formation professionnelle CFP. Tous les ateliers sont visités pour se rassurer de la bonne exécution du programme. Nous n'avons pas de matériel. Il faut faire la pratique. Peut-être que les contacteurs, les temporisateurs comme ça. Encore, nous n'avons pas suffisamment de câbles. Dans ces centres, Aminata Kaba a expliqué aux apprenants la vision du gouvernement dans le cadre de la qualification de la main-d'œuvre locale. Les jeunes filles qui embrassent des métiers autrefois réservés aux hommes, comme la chaudronnerie ou encore l'électricité, sont encouragées. Nous allons nous réunir, prendre des décisions pour voir comment nous pouvons mutualiser les ressources mises à disposition, optimiser ce que nous avons déjà sur place, afin que chacun puisse bénéficier des équipements matériels se trouvant dans les différentes écoles au niveau des institutions. Après l'ENI, direction École Santé pour tous, l'occasion aussi de toucher du doigt les réalités. Comme à l'école de santé des soins communautaires, les salles de compétences sont passées en revue pour se rassurer. Avant de boucler sa visite, la ministre de l'Enseignement technique a insisté sur la prise en compte de la couche féminine. Et pour moderniser aussi la formation des paramédicaux, l'université Mahatma Gandhi a installé un centre de simulation médicale avancée avec l'appui de Topaz. Récemment, des experts tunisiens ont procédé à la formation des formateurs, un centre qui va révolutionner la formation dans notre pays. Reportage Tierno Ousmane Diallo. Avec l'introduction des mannequins intelligents dans la formation des paramédicaux en Guinée, l'université Mahatma Gandhi contribue à la qualification du système éducatif guinéen pour garantir un transfert de compétences et assurer une bonne utilisation de l'ensemble des équipements didactiques. Des experts tunisiens mettent à la disposition des formateurs et étudiants les outils nécessaires pour un fonctionnement adéquat du centre de simulation médicale. La plupart des écoles s'en approprient pour former nos étudiants à partir de ce centre de simulation. Mais cela n'a été possible qu'à partir de notre partenariat avec la société Topaz. Au-delà, le laboratoire et le centre de simulation médicale de l'université Mahatma Gandhi vont servir les apprenants d'autres institutions et structures médicales désireuses de renforcer les compétences de leur personnel. Avec les formations que nous recevons ici, je pense que d'ici 3 ans, on sera vraiment armé dans tous les aspects à pouvoir répondre aux besoins des populations, surtout en matière de santé. On est deux confrères, on est des Africains. On va faire le maximum pour aider nos étudiants, parce que j'ai trouvé beaucoup en eux, beaucoup de volonté de savoir. Ils veulent le savoir, ils veulent la science, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je suis actuellement ici en Guinée. Avec les différents modules intégrés dans ces équipements, l'enjeu pour l'école supérieure en sciences et techniques de la santé de l'université Mahatma Gandhi est aussi de révolutionner la formation des paramédicaux en utilisant les dernières technologies et mieux préparer les jeunes à travailler dès l'obtention de leur licence professionnelle, entre autres en sciences infirmières, en anesthésie-réanimation, en instrumentation opératoire, en imagerie médicale ou encore en sciences de sage-femme. Dans l'actualité encore, le département des transports face aux défis de développement et de modernisation du secteur. Cadre du département et partenaires échangent sur l'avenir de ce secteur en Guinée. La rencontre intervient dans un contexte d'adaptation aux défis environnementaux. Reportage Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. C'est dans un esprit de synergie d'action pour plus d'innovation que les principaux acteurs du ministère des Transports ont planché sur l'avenir du secteur.
Objectif, identifier les défis à relever et proposer des solutions adaptées aux nouvelles réalités économiques du pays. L'accent essentiellement est porté sur le bilan des services, le renforcement des infrastructures et la transition vers des solutions de transport pour une mobilité plus durable. Se retrouver en dehors du formalisme habituel pour resynchroniser nos relations, faire en sorte que l'efficacité au travail, la productivité puisse être améliorée, un meilleur cadre de travail, une meilleure ambiance au ministère, de meilleures collaborations entre nous et puis un engagement renouvelé de faire en sorte que les objectifs qui sont assignés au département des transports puissent être atteints avant la fin de l'année et améliorer les scores qu'on a eus et aussi revoir un peu la contribution du ministère des Transports dans l'économie efficacement parce que la comptabilité telle qu'elle est présentée aujourd'hui réduit un peu notre apport et nous souhaiterons que le ministère des Finances en tienne compte dans les prochaines publications parce que les transports sont un segment essentiel dans la mobilisation des recettes de l'État. Les échanges ont notamment porté sur l'amélioration de la mobilité urbaine, la modernisation du réseau ferroviaire et l'intégration des solutions écologiques dans le transport des marchandises. Aujourd'hui, on a commencé par présenter le bilan du département en termes d'exécution budgétaire, en termes de contribution du ministère au trésor public et en termes d'activités réalisées au niveau de tous les sous-secteurs. Et voir ce qu'on n'a pas pu réaliser, on met ça au compte de 2025. À l'issue de cette retraite stratégique, un rapport détaillé sera soumis au gouvernement. Un document clé qui servira de feuille de route pour le développement du secteur des transports dans les années à venir. Sur le plan économique tenu à Conakry de l'Assemblée générale ordinaire de la Banque sahélo-saharienne, l'événement mobilise les délégués des 13 pays membres. Question de passer en revue le bilan financier, les activités menées et les résultats obtenus. Le point avec Mamadi Gassama. L'Assemblée générale ordinaire de la Banque sahélo-saharienne regroupe des ministres, des délégués, experts et hauts cadres des 13 pays membres du groupe. Ce grand événement qui se tient cette année à Conakry est une occasion de passer en revue le bilan financier, les activités menées et les résultats obtenus par le groupe à l'effet de contribuer au financement du développement intégré de la communauté des États sahélo-sahariens. Les progrès enregistrés par la BICIC ainsi que l'importance des résultats obtenus d'année en année comme établissement bancaire doivent être salués à juste titre, mais il ne doit pas occulter son rôle premier de soutien aux économies nationales pour une croissance inclusive et durable, base essentielle pour le progrès et la prospérité continue dans nos pays. Il est en effet attendu de notre banque de créer et de mettre en place des instruments pour impulser et faciliter les échanges, encourager les initiatives privées, favoriser la création d'emplois pour les jeunes notamment. Cette rencontre de Conakry servira ainsi de tremplin, de cadre d'échange et de partage autour des questions liées à l'accompagnement par le groupe de la BESIC aux États membres de la communauté des États sahélo-sahariens dans la mise en œuvre de leur programme de développement et la lutte contre la pauvreté. Je voudrais à cet instant réaffirmer l'engagement sans faille de la République de Guinée à accompagner la banque dans sa mission. Nous sommes convaincus que l'avenir de nos États réside dans une collaboration renforcée et dans des initiatives communes audacieuses. Ensemble, nous avons les capacités d'accélérer la croissance économique, de réduire les inégalités et de bâtir un avenir durable pour nos populations. L'organisation de cette Assemblée générale ordinaire du groupe à Conakry témoigne le repositionnement de la Guinée à l'ère de la refondation engagée par les hautes autorités du pays. Je vous l'annonçais dans les titres, depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, le gouvernement guinéen ne cesse d'apporter son assistance aux sinistrés. Le Fonds de développement social et de l'indigence vient de lancer une opération de distribution de kits alimentaires aux 3683 impactés de Kaloum. Reportage Sona Sagno.
Depuis l'incendie du dépôt d'hydrocarbures à Kaloum, le gouvernement guinéen ne cesse de porter assistance aux sinistrés. À l'école primaire Bari Diawadou de Dixine, le Fonds de développement social et de l'indigence a procédé à la distribution des kits alimentaires composés de sacs de riz, d'oignons et de bidons d'huile aux 3683 ménages sinistrés de Kaloum. Cela démontre à suffisance l'humanisme de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes désormais dans un pays où l'État n'abandonne personne, où l'État n'est pas défaillant. Que vous soyez à Conakry ou à l'intérieur du pays, l'État est là pour accompagner chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. C'est le rôle et la responsabilité de l'État. L'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a beaucoup attristé notre pays, mais également le père de la nation, le général Mamadi Doumbouya. Il ne parle pas, il agit. C'est de ce président dont nous avons besoin dans notre pays. Peu de discours, assez d'actes. Il y a quelques jours, la plupart d'entre vous recevaient les documents qui allaient vous permettre aujourd'hui d'accéder à ces kits alimentaires, le riz, l'huile, l'oignon. Et ça, c'est l'œuvre d'un homme qui se soucie de chacun d'entre nous, de nos bien-être. C'est le président de la République. Cette opération reflète l'engagement humanitaire de l'État à soulager ses populations et à œuvrer pour un avenir meilleur. Le secrétaire général du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a présidé la cérémonie. Aujourd'hui, tous ceux qui pensaient que c'est du papier qu'on était en train de vous donner pour trouver des pièces justificatives devant les bailleurs, ils ont aujourd'hui la démonstration que c'était en fait un processus qui avait commencé. Le fait qu'on soit réunis dans ce lieu symbolique est une source de motivation pour nous. Ces lieux démontrent la manière de fonctionner du général Mamadi Doumbouya. Comment il compte mettre à la disposition du peuple tout ce qui appartient au peuple. La prestation de l'artiste Yamasega a été l'occasion pour les bénéficiaires de démontrer leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État. Dès les premiers jours, nous avons toujours été accompagnés et assistés. Nous remercions le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, son premier ministre Amadou Ouriba, qui a toujours tenu parole, et au nom des sinistrés. Franchement, nous n'avons rien à leur reprocher. Jusque-là, ils ne font que nous surprendre, nous accompagner et nous donner du sourire aux lèvres et essuyer nos larmes. Cette distribution des kits alimentaires est la volonté manifeste du président Mamadi Doumbouya de ne laisser aucun Guinéen de côté. Des actions à encourager pour contribuer à la préservation de l'environnement et valoriser les déchets biodégradables. Un nouveau projet vient d'être lancé dans la préfecture de Guékédou. Il vise à outiller les femmes rurales sur les techniques de gestion des déchets et de fabrication des compostières. Reportage Souleymane Kouyati, Marwan Kamara. Dans la préfecture de Guékédou, les membres de l'association pour le soutien des initiatives des femmes rurales et filles amazones misent sur la valorisation des déchets à travers le compostage. Ici, dans la salle de lecture, ils lancent officiellement le programme pour protéger l'environnement et de soutenir les structures formelles et informelles de Guékédou. On a fait le constat que quand les gens assainissent, ils remettent là où ils ont enlevé. Je veux dire ici, ils ont toujours jeté dans la nature. On a eu l'initiative qu'il faut les transformer afin que ces déchets soient utiles de l'autre côté, pour pas que nous les perdons. Aujourd'hui, avec le compostage, on pourra entreposer les déchets que nous collectons, qu'on a un endroit où les orienter. La participation des femmes rurales à l'assainissement de l'environnement à travers la fabrication des compostières est l'une des priorités principales du projet. L'initiative est accompagnée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en partenariat avec l'UNESCO.
Cette cérémonie de lancement du projet s'inscrit dans la dynamique du développement communautaire participatif dans un environnement de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble dans les communautés, notamment au niveau des associations des femmes et des filles, toute initiative et action fortement recommandée par l'UNESCO. Dans nos collectivités aujourd'hui, le problème majeur que nous vivons, c'est celui de la gestion des déchets. Donc si ces femmes sont impliquées à la base dans la collecte, la transformation de ces déchets, ça ne peut que me plaire en ma qualité de directeur préfectoral de l'environnement. À travers ce projet, l'Association pour le soutien aux initiatives des femmes rurales et filles amazones de Guékédou compte contribuer au développement participatif communautaire et favoriser l'autonomisation des femmes rurales. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC, tient sa première revue annuelle. Ce rendez-vous du bilan des activités de 2024 a connu la participation de l'ensemble de la coordination nationale et des représentants des partenaires techniques. Objectif, tirer les leçons des actions menées afin de mieux exécuter les activités planifiées pour 2025. Reportage Amadou Touré. C'est la commune urbaine de Koya que la coordination nationale du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC a choisi pour la tenue de sa revue annuelle 2024. Ce rendez-vous du bilan de cet important projet de modernisation de l'état civil marque un nouveau départ dans le perfectionnement des stratégies d'intervention en répondant aux attentes du gouvernement. Quand l'autorité vous commet à une mission, il vous est recommandé, à mi-parcours ou à la fin de l'année, de rendre compte des activités que vous avez déroulées et avec les moyens qui ont été mis à disposition, les moyens humains, les moyens matériels, logistiques et financiers. C'est cet exercice que nous sommes aujourd'hui en train de faire. Cet exercice est éminemment important pour nous parce qu'il nous permettra d'une part de jauger là où nous sommes, notre tableau de bord, également de projeter l'avenir en essayant de corriger les imperfections que nous avons eues. La rencontre, c'est aussi et surtout une analyse rétrospective des actions de l'année dernière tout en faisant une projection dans l'exécution du plan opérationnel de 2025 avec un accompagnement de l'Union européenne à travers Enabel. Si nous en sommes là aujourd'hui, sincèrement, c'est grâce à la vision, mais aussi à ce style de management empathique que le général a eu à l'égard de notre institution. Je suis sûre que 2025 va marquer un grand tournant pour l'accomplissement et l'atteinte des objectifs de ce programme. Cette rencontre du RAVEC qui a connu la participation de l'ensemble des coordinateurs régionaux, préfectoraux et communaux vise également à renforcer la synergie d'action entre la coordination nationale, les structures déconcentrées de suivi et les partenaires techniques et financiers du programme. Vulgarisation à Conakry, Kankan et Zérékoré du projet Sania Mounafani. Le projet vise à informer les agents des structures sanitaires et des communautés des bonnes pratiques sanitaires dans le lavage des mains. Reportage Alpha Yayassila. La santé avant tout, à ton coutume de dire. Et pour garder sa santé, il y a effectivement des bonnes pratiques. Parmi elles, le lavage des mains. Une pratique courante qui a tendance à disparaître dans nos habitudes. Voilà l'objectif de ce projet Sania Mounafani. Il est l'une des 3 composantes du projet Appui à la maîtrise des risques infectieux dans les établissements hospitaliers. Nous avons remarqué que si nous prenons les 3 grandes régions sanitaires qui ont été impactées, la région de Kankan, de Zérékoré et de Conakry, nous remarquons que à peu près 80% de la population ont été impactés par cette campagne mass média qui les a plus sensibilisés en les donnant toutes les bonnes manières d'hygiène hospitalière au sein même de leur foyer, mais aussi lorsqu'ils vont bénéficier des soins au sein des structures sanitaires. Donc on a compris que pour que nous puissions gérer, maîtriser les épidémies, il va falloir que cet aspect-là soit pris en compte. Alors, pour que cet aspect soit pris en compte, il faut à la fois prendre toutes les dimensions qu'il faut
travailler dans les structures sanitaires, travailler avec le personnel de santé, mais aussi travailler avec la communauté. Après 6 mois de campagne de sensibilisation par les masses médias, l'heure est à l'évaluation de l'impact de la campagne médiatique pour faire des propositions afin de pérenniser le projet. Et de façon spécifique, Expertise a amélioré directement à travers la mise à disposition des populations de messages clés sur la sensibilisation, la consommation de cette information pour un changement de pratique, y compris l'hygiène des mains. Une évaluation a été faite et sur la base de ces évidences, nous avons jugé nécessaire de réviser ce plan de communication qui concerne toujours les communautés, les usagers, les prestataires de façon générale et spécifique. Alors l'objectif, c'est de pérenniser le projet et continuer à envoyer des messages vers les populations cibles. L'agence Expertise France est en Guinée depuis 2015 dans le secteur de la santé. L'année 2025 marque aussi le début d'une nouvelle ère au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG. Après son unification, un nouveau siège commun est inauguré pour l'ensemble de la classe ouvrière du pays affiliée à cette structure syndicale. Reportage Mariam Kamara. Plus qu'un local, ce nouveau siège de l'Union des travailleurs de Guinée, USTG, représente le signe de l'unification effective au sein de ces structures syndicales. Dorénavant, c'est ici la maison commune des milliers de travailleurs du pays, affiliés à l'USTG. En inaugurant ce siège, nous marquons un nouveau chapitre dans l'histoire de notre belle et grande centrale USTG. Nous renforçons nos capacités à porter la voix de ceux qui, chaque jour, participent à la construction de notre société, souvent dans l'ombre et le dénuement, mais toujours avec un travail essentiel. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est donc aujourd'hui dans un moment de joie, de fête, d'assister, comme vous êtes en train de le vivre à l'instant, à ce que l'on peut appeler la renaissance. Pour son inauguration, toutes les composantes du monde du travail sont mobilisées. L'événement a aussi été mis à profit pour faire des mises au point, comme l'unité d'action du SLEG, syndicat libre des enseignants de Guinée. Ce nouvel espace symbolise non seulement un renouveau institutionnel, mais aussi une promesse d'avenir où l'excellence et l'engagement au cœur de vos actions puissent ce siège devenir un théâtre d'idées novatrices et le catalyseur d'initiatives ambitieuses pour le bien-être de tous. Ensemble, vous donnez beaucoup plus de visibilité aux actions que vous menez sur le terrain. Pour le ministère du Travail et de la fonction publique, c'est un plaisir. Créée en 1957, l'USTG est la toute première structure syndicale du pays. Plusieurs branches professionnelles composent ces structures, dont la FESABAG, le SLEG et l'ISACAG. Aussi, plusieurs installations de délégations syndicales ont eu lieu ces dernières années dans différents secteurs privés, mixtes et informels. L'inauguration de ce siège commun marque un nouveau destin avec de nombreux défis à relever au compte de l'année 2025. Le collectif des anciens ministres du CNRD poursuit sa campagne de sensibilisation dans les mosquées et autres lieux publics. De Dixine jusqu'à Sanoya, partout, des prières ont été formulées pour la santé et la longévité du président de la République générale Mamadi Doumbouya, mais aussi pour le vivre ensemble et la réussite de la transition. Reportage Abdul Aziz Baldé. Le collectif des anciens ministres sous leur CNRD ne désarme pas et ils portent toujours le général Mamadi Doumbouya dans leur cœur. Ce vendredi, sur initiative de la direction communale de la jeunesse de Dixine, une lecture du Saint-Coran est organisée pour le vivre ensemble, mais aussi prier pour la santé du chef de l'État. Nous avons de très bonnes initiatives pour le pays qui ont été engagées par le chef de l'État à travers la refondation. Donc nous sommes vraiment derrière le président de la République, le gouvernement. Toutes les prières doivent converger d'abord au niveau du chef de l'État, ensuite pour le pays et pour les fils du pays. Voilà pourquoi nous, collectif des anciens membres du gouvernement, à chaque fois, nous sommes invités
pour assister à une prière en l'honneur du chef de l'État, en l'honneur du pays, nous n'hésitons pas, nous allons associer notre image. Parce que nous savons que la prière, c'est aussi une source de paix. De Dixine, direction Fassia de la commune de Sanoya. Ici, ces anciens membres du gouvernement se dirigent tout d'abord à la grande mosquée pour participer à la prière du vendredi. De là, le collectif a été attendu pour un meeting géant afin d'expliquer aux citoyens les enjeux de la refondation. Puisque nous croyons en l'homme, nous ne pouvons pas refuser de venir ici à Sanoya pour communier avec ces femmes, pour communier avec les autorités locales, la jeunesse, pour porter encore ensemble ce qui est bon pour notre pays, ce qui est nécessaire pour notre pays, c'est-à-dire porter plus haut, encore plus haut, Jean Mamadi Doumbouya pour le bien de la Guinée. De la prière à la sensibilisation, le collectif des anciens ministres du CNRD reste focus sur son engagement envers le président de la République. Dans les jours à venir, plusieurs activités sont prévues tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. En plus bref, dans le cadre du stage probatoire obligatoire pour tout fonctionnaire nouvellement recruté, le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, informe les fonctionnaires stagiaires session 2024 que la rentrée de la deuxième cohorte du programme d'induction civilo-militaire aura lieu le 17 février 2025 pour une durée de 5 semaines. Cette seconde cohorte est constituée des admis des départements suivants: ministère des Transports, ministère de l'Économie et des Finances, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ministère de la Promotion féminine, de l'Enfance et des Personnes vulnérables, ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Les fonctionnaires stagiaires concernés sont priés de prendre contact avec les chefs de division des ressources humaines de leur ministère à partir du mardi 11 février 2025 pour recevoir les consignes pour leur départ vers les sites dédiés à ce programme d'induction civilo-militaire. Le ministre du Travail et de la Fonction publique invite les fonctionnaires stagiaires à saisir cette belle opportunité pour s'approprier des valeurs républicaines et de service public. Rénovation du siège du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. L'inauguration a mobilisé tous les cadres du département. Par la même occasion, le ministre Moussa Moïse Silla a procédé à la remise d'engins roulants aux cadres. Reportage Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Le siège du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat fait peau neuve après l'incendie survenu au mois de mai 2024. Aujourd'hui, le bâtiment offre un visage rénové et l'intérieur garni d'équipements et de meubles permettant de travailler dans la décence. En marge de la cérémonie d'ouverture, un autre événement, c'est la remise de ces 5 pick-up et une dizaine de motos. Des engins roulants destinés aux cadres du département et des services déconcentrés. L'acquisition de ces véhicules et motos ne se résume pas à une amélioration logistique. Elle représente une opportunité sans précédent pour renforcer notre capacité d'action. Quant à la rénovation de notre siège, elle incarne la détermination des plus hautes autorités à doter notre département d'un cadre de travail digne et fonctionnel. Ce nouvel espace moderne et inspirant sera le creuset de l'innovation, de la créativité et de l'excellence. Il encouragera nos équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes, à concevoir des projets ambitieux et à impulser une dynamique positive au service de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Cet acte du ministre Moussa Moïse Silla va faciliter la mobilité des cadres qui seront désormais prompts à accéder aux sites touristiques et répondre aux besoins des communautés à la base. Nous en ferons bon usage. Ça nous permettra notamment de mieux suivre nos projets à l'intérieur du pays, car nous avons beaucoup de projets à l'intérieur du pays, surtout le territoire national.
Le BSD, dans ses attributions, est celui qui est le mieux placé pour le suivi et l'évaluation. D'ailleurs, c'est lui qui doit faire ça, bien évidemment, avec les porteurs de projets et la CGP, qui est la maîtrise de public. Cette remise est une suite logique du dynamisme engagé par les autorités du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat dans l'amélioration des conditions de travail au sein des 3 sous-secteurs. Il y a quelques semaines, les cadres avaient bénéficié de 2 bus et également de 10 motos. À Dinguiraï, parmi les nombreux héritages laissés par El Hadj Omar Tall, figure en bonne place la Wazifa ou lecture du Saint-Coran. L'association Doud al-Bemman vient d'organiser cet événement spirituel dans toutes les communes rurales de Dinguiraï. Cette année, le thème porte sur la spiritualité islamique comme voie vers l'atteinte de la paix intérieure, de la quiétude sociale et du développement économique. Reportage Abdul Karim Kamara. À Dinguiraï, la grande mosquée incarne toujours la volonté d'El Hadj Omar Tall. Plus d'un siècle après, les ondes de cette volonté sont progressivement tracées au sein de l'islam dans cette préfecture. Située au quartier Bouria, cette nouvelle maison de Dieu est construite par les fils du défunt calife de Dinguiraï, El Hadj Muntaga Tall. Elle a une capacité d'accueil de 500 places. El Hadj Omar, en recherchant le site Fouga, il est passé par là pour accéder sur le site où il y a la grande mosquée de Dinguiraï. Ce sont ses descendants qui ont voulu bel et bien bâtir cette mosquée sur ce site. L'autre héritage laissé par El Hadj Omar Tall est cet événement spirituel dénommé Wajifa. En ce début d'année 2025, le couvert est encore remis dans des communes rurales comme Diatiféré, Banora, Ganyakali et Lansanaya. C'est pour qu'il y ait la paix et la quiétude sociale sur l'ensemble de la préfecture de Dinguiraï et sur l'ensemble de territoire guinéen. On est engagé vraiment à soutenir cette initiative pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent prendre le relais. Cela représente pour moi une grande satisfaction. Tout le monde se donne la main pour lire le Coran et faire la Wajifa. Ça, c'est une grande importance pour nous. Et ça va s'améliorer de plus. Même rituel à Dialakoro, Kalinkor et Selouma. Cette année, le thème porte sur la spiritualité islamique comme voie vers l'atteinte de la paix intérieure, de la quiétude sociale et du développement économique. Jamais vous n'avez entendu qu'ailleurs, il y a guerre entre les religions, que Dinguiraï soit embrassé dans ça, jamais. El Hadj Omar Tall a trouvé la meilleure façon de dominer les passions, c'est de mélanger tout le monde. C'est ce qui fait la vraie démocratie. À côté de la Wajifa, partout, le tourisme islamique et le concours de cantiques islamiques sont aussi organisés. Toutes ces activités sont pilotées par le Toro, le Hirla et le Nguenar, les 3 groupes sociaux formés par El Hadj Omar Tall au sein de la population de Dinguiraï. Culture encore, une innovation au salon de la lecture prévue pour bientôt. Les organisateurs viennent d'intégrer la formation des candidats avant le grand concours. À cette formation qui a regroupé des élèves et étudiants, plusieurs thématiques ont été développées par les formateurs. Reportage Mohamed Saliou Bangoura, Tchernomar Roufuba. À l'orée de la 5e édition de la grande dictée du salon de la lecture, une nouveauté est inscrite au programme. Les candidats venus de plusieurs écoles et universités reçoivent un plus dans des thématiques comme le perfectionnement individuel, le changement collectif, les violences basées sur le genre et les essentiels de la prise de parole en public. L'idée est de préparer ces élèves du collège, du lycée et les étudiants au travail d'équipe. Moi, ce que j'ai appris, c'est il faut persévérer dans tout en fait. Il ne faut pas abandonner aussi rapidement et il faut toujours avancer, quelles qu'en soient les difficultés. Même si tu es une personne, on te dit tu ne peux pas, il faut toujours avancer. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu veux faire, il faut toujours avoir la foi en tout ce que tu fais. Il faut des modules comme ça, dénommés perfectionnement individuel et changement collectif, pour amener les différents participants à faire une prise de conscience de leur existence, parce que c'est un module qui enseigne la morale, parce que le module il est axé sur 6 valeurs principales, notamment l'éducation,
la conscience, la foi, le travail, la créativité et la relation qui amènent l'individu à aller jusqu'au bout, à travailler, à faire une prise de conscience de son existence. La grande dictée du SALEC étant un moyen de tester la capacité rédactionnelle et de rétention des citoyens, une centaine d'établissements ont présenté des candidats pour le concours de cette année. L'idée de cette formation est claire pour les initiateurs. L'objectif recherché, c'est vraiment de faire en sorte que chacun de ces participants puisse se surpasser pendant le SALEC et que même quand il y a des gens qui sont disqualifiés, qu'ils partent dans l'honneur. C'est l'objectif recherché par cette formation et vous voyez combien de fois ils sont venus en grand nombre.